Bienvenue à tous les curieux. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. Ne pas être dans le bon timing, arriver trop tôt ou trop tard, c'est la malédiction absolue pour une œuvre de grande qualité. Parfois en retard, mais plus souvent trop en avance sur leur temps, ces œuvres n'ont pas trouvé leur public à leur époque et se virent même conspuées pour certaines avant de se voir réhabilitées des années, voire des décennies plus tard. Notre grande guerre est spirituelle. Les principales raisons étant que les mœurs ont changé et qu'à présent, ce qu'elles montraient n'est absolument plus choquant. Dans le même temps, il est enfin possible de voir ces qualités formelles alors qu'avant, elles étaient cachées par ce parfum de scandale et cette aura de subversion. Il est donc temps de parler de la série qui représente la quintessence même de l'avant-gardisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Profit. L'histoire de la télé américaine ne compte plus les séries qui ont été des flops à leur sortie, quelle que fût la raison, et certaines d'entre elles ont eu la chance de se voir réhabilitées par la suite, car le public a pu enfin les apprécier pour ses qualités formelles et intrinsèques, sans prise en compte de l'environnement dans lequel elles sont sorties, et donc avec du recul. On pourrait citer Firefly de Joss Whedon, American Gothic et Dark Angel par exemple, mais il en existe des dizaines d'autres. La série Profit fait assurément partie de ces chefs-d'œuvre maudits qui n'ont pas eu la chance de rencontrer leur public immédiatement et s'est vu annulé alors que tous les épisodes tournés n'avaient même pas été diffusés. Les derniers sont donc restés très longtemps inédits aux États-Unis. Le 8 avril 1990, le génial réalisateur David Lynch débarque sur le petit écran avec un ovni télévisuel qui va rapidement devenir culte, Twin Peaks. Avec cette série, il rehausse la qualité d'exigence des séries en termes d'écriture, de photographie, de réalisation et d'interprétation, même s'il existait des séries de haute volée et sortant indéniablement du lot dès les années 50. Twin Peaks crée une petite révolution dans le tube cathodique et les producteurs de séries vont immédiatement s'en inspirer durant les années 90. En 1993, Wild Pines, produite par Oliver Stone et X-Files de Chris Carter, sortent sur les écrans et elles sont indéniablement les héritières de la série de Mark Frost et David Lynch. Comme elle rencontre un vif succès, les networks sont à la recherche de projets dans la même veine avec un aspect sombre et narrant sans concession les travers plus ou moins inavoués de l'Amérique. C'est pour développer ce genre de projet que les scénaristes producteurs David Greenwald, qui a fait ses armes chez Stephen J. Cannell sur des séries comme L'As de la Crime, et John McNamara, qui a œuvré sur les saisons 2 à 4 de Lois et Clark, sont embauchés par le tout jeune network Fox, qui diffuse déjà X-Files, mais aussi les Simpsons et marié 2 enfants avec beaucoup de succès. McNamara et Greenwald décident alors de proposer à la chaîne une version 90s du chef-d'œuvre de Shakespeare, Richard III, où un homme dévoré par l'ambition élimine sans vergogne toutes les personnes qui se trouvent entre lui et son objectif. Les deux compères développent cette idée lumineuse et parfaitement dans l'air du temps. Ils décident d'appeler leur héros Profit en référence au personnage de Mel Profit apparu dans la série Un flic dans la mafia, série sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mel Profit était interprété par Kevin Spacey et il apparaissait durant la seconde moitié de la première saison. C'était un trafiquant de drogue particulièrement jaloux et instable, vivant une relation d'amour incestueuse avec sa sœur Suzanne. Les scénaristes ont donc leur postulat de départ ainsi que le nom de leur personnage principal, donnant également son titre à la série. Pour l'ambiance, même s'ils comptent s'inspirer de l'atmosphère pesante, empreinte de mystère et de secrets dégagés par Twin Peaks, ils se refusent à situer leur intrigue dans une petite ville de la campagne et choisissent au contraire de faire évoluer leur personnage dans le milieu le plus urbain possible, celui d'une grande entreprise dans une métropole. Ils choisissent également d'accorder une grande place à la famille dans leur show, car ils se disent que si un homme devient un tueur en série par ambition, cela aura plus d'impact et sera encore plus tragique si les autres personnages qui gravitent autour de lui sont de sa famille ou forment entre eux une famille. Une notion déjà présente dans la pièce de Shakespeare, mais devenant ici prépondérante. Dernier point, nous sommes dans les années 90, et depuis le succès retentissant du Silence des agneaux, le profiling est à la mode. Pour apporter de la véracité à son personnage principal, John McNamara décide donc de lire le livre de Robert Ressler, Whoever Fight Monsters. Ressler est l'agent du FBI qui a popularisé l'expression serial killer, mais a aussi inspiré le personnage de Jack Crawford dans le roman de Thomas Harris, ainsi que Frank Black dans Millennium et Jason Gaydon dans Esprit criminel. Dans son livre, le scénariste apprend que l'un des tueurs en série dont parle le profiler a été élevé par ses parents durant plusieurs années comme un chien, dormant nu dans un carton, avec pour seule nourriture celle que lui balançaient ses géniteurs, et pour seule compagnie une télévision constamment allumée. Armés de tous ces éléments et n'ayant pas de maison de production propre, David Greenwald et John McNamara font le tour des sociétés aptes à produire leur idée, et c'est celle de Stephen J. Cannell qui leur répond favorablement. Greenwald retourne donc au bercail. Sans oublier que c'est un juste retour des choses, étant donné qu'ils se sont inspirés d'un personnage d'un flic dans la mafia, une série justement produite par Cannell, pour le nom de leur protagoniste principal, qui sert également de titre au show.
Les scénaristes producteurs se mettent ensuite en quête du casting idéal pour soutenir leur vision pessimiste de l'Amérique et leur choix se porte sur Adrian Pasdar, déjà vu dans Top Gun, Aux frontières de l'aube et L'Impasse, mais pas encore politicien volant dans Heroes, pour incarner leur anti-héros sociopathe et très ambitieux, Jim Profit. Lisa Zane, la sœur de Billy, vue dans Bad Influence et Freddy 6, Kezara Baka, aperçue dans Missing de Costa Gavras et Un monde parfait de Clint Eastwood, Linda Blount, impeccable dans Officier et Gentleman et Prince des Ténèbres, notamment, Scott Pauling, un acteur vu dans La Féline et L'étoffe des héros, et Don S. Davis, qui était le Major Briggs dans Twin Peaks, mais aussi le papa de Dana Scully dans X-Files, complète le casting avec brio. La Fox commande l'épisode pilote, et ce dernier tourné à Vancouver comme X-Files est d'une durée double, puisqu'il fait près d'1h30. La série est certes très sombre, voire nihiliste, et véhicule une aura de subversion où les valeurs semblent s'inverser, un peu comme dans les romans de Bret Easton Ellis, mais le network donne le feu vert et 7 autres épisodes sont écrits et réalisés. La diffusion commence le 8 avril 1996, soit 6 ans jour pour jour après Twin Peaks sur la Fox. Dès le début de l'épisode pilote, Jim Profit brise le 4e mur en s'adressant directement aux téléspectateurs pour nous expliquer à quel moment nous débarquons dans cette histoire. Wayne Gresham est mort. C'est un homme brun et élégant, portant un costume cravate et tout juste dans la trentaine. Il est grand, athlétique et semble prendre soin de lui. En effet, son petit déjeuner se compose uniquement de quelques fruits et d'une tranche de pain grillé. Il vit dans un bel appartement, visiblement seul et sans animal de compagnie. Mais l'on s'aperçoit aussi très vite que quelque chose cloche, car il émerge totalement nu d'une pièce secrète de son appartement, dissimulée derrière un grand aquarium. Profit nous apprend aussi que la personne décédée était vice-président adjoint du secteur fusion et acquisition dans l'entreprise Grassen & Grassen, une très grosse firme comptant plus de 38 000 employés dans le monde entier. Il nous présente ensuite les autres membres de la société qui sont eux aussi présents aux obsèques, notamment le président du secteur. On apprend également que c'est une crise cardiaque qui a emporté l'homme de 47 ans. Jim profite, c'est le cas de le dire, des funérailles pour se rapprocher de Gail Connor, l'assistante de Jack Walters, et nous apprenons qu'il vient d'être embauché par la société pour succéder au défunt. Il dévoile très vite ses intentions vis-à-vis de la jeune femme, la faire chanter. Au moins, ça a le mérite d'être clair. En effet, il travaillait auparavant dans un cabinet d'audit et s'est aperçu que la secrétaire volait très régulièrement de petites sommes à son entreprise pour payer les soins de sa mère, victime d'une sclérose en plaques. En échange de son silence, il attend d'elle qu'elle lui donne accès à son ordinateur et donc à tous les dossiers de son patron, même les plus sensibles et confidentiels. Profit nous confie aussi son ambition ultime, être président du secteur fusion et acquisition, en lieu et place de Jack Walters. Et il ne lui reste plus que 2 marches à gravir pour atteindre son objectif. Grâce à Gail, il a donc accès via Wilson, un programme de simulation 3D regroupant l'intégralité des données de l'entreprise ainsi que son personnel, à tout ce qu'il veut, bien évidemment dans l'unique but de servir ses noirs desseins et son ambition. Son plan est simple, compromettre Jack Walters afin qu'il quitte la firme contraint et forcé, de manière à monter d'un échelon par un jeu de chaises musicales habituel dans ce genre de société. Il ne sera alors plus qu'à une marche de l'accomplissement de son ambition et il ne lui restera plus qu'à évincer ou tuer le nouveau président du secteur pour arriver à ses fins. Mais tout ne va pas forcément se passer comme prévu pour Jim Profit, car Joan Melzer, la responsable de la sécurité interne de la firme, a de sérieux doutes vis-à-vis de ce petit nouveau qui semble jouer un double jeu. Elle enquête donc sur ce salarié au-dessus de tout soupçon, mais qui semble cacher un passé des plus troubles, et se rapproche dangereusement de ce secret qu'il semble vouloir dissimuler coûte que coûte. Ce Richard III télévisuel qui rappelle fortement le Wall Street d'Oliver Stone par son atmosphère et l'intelligence de ses répliques, mais aussi le roman American Psycho de Bret Easton Ellis pour son personnage de psychopathe glaçant, même si Profit ne se range absolument pas dans la même catégorie psychiatrique que Patrick Bateman, fait l'effet d'une bombe auprès de ceux qui l'ont vu dès sa première diffusion. La presse est impressionnée et salue la prise de risque, la réussite formelle et le jusqu'au boutisme de cette satire sociale. Les audiences, elles, sont relativement moyennes pour le pilote, mais une scène en particulier a vu ces dernières chuter drastiquement et la série ne s'en remettra pas. C'est la scène où l'on voit une femme blonde dans la cinquantaine attendre Jim dans son bureau. Puis les deux s'embrassent fougueusement et Jim de déclarer « Salut maman ». Plus tard, nous apprendrons que c'est en fait sa belle-mère, c'est-à-dire la seconde femme de son père, décédée depuis longtemps. Ce n'est donc pas de l'inceste au sens strict du terme, mais le mal est fait. Les spectateurs désertent la série et les ménagères américaines appellent la Fox en masse pour protester contre ce spectacle malsain et malaisant. La série sera donc définitivement annulée 3 épisodes plus tard et les autres épisodes tournés ne seront jamais diffusés par la chaîne. Quand on lui parle de cette série en termes toujours dithyrambiques, Adrian Pasdar répond toujours avec humour « Oui, c'est génial, mais c'est annulé ». Après cette déconvenue, Greenwald et McNamara cessent leur collaboration pour aller travailler l'un sur Buffy et Angel, l'autre sur Jeux d'espion et Ultime Recours, 2 séries qui n'ont pas duré.
C'est vraiment rageant que cette série devenue culte aujourd'hui ait été annulée aussi vite, car elle avait de nombreux atouts et une originalité sans pareil, notamment via le brisage du 4e mur inspiré par les monologues de Richard III qui expliquait tout au public, et sa conscience d'être une fiction, son scénario machiavélique, son casting brillant, sa réalisation classieuse et inventive, sa photographie et son utilisation intelligente des nouvelles technologies, tout en racontant une histoire des plus classiques, celle d'un homme sans scrupules, dévoré par son ambition. Jim Profit, cet homme qui se présente sous un jour tout à fait charmant, intelligent et au final assez banal, se révèle en fait bien plus calculateur que Machiavel et d'une perversité au moins égale à celle d'Hannibal Lecter. Une fois le soir venu et son costume cravate retiré, il se glisse dans son antre, cette pièce cachée derrière son aquarium. Il y vit nu, mangeant de la viande crue comme un prédateur et dormant dans un carton estampillé Grassen et Grassen, avec pour seul accès au monde extérieur un petit trou dans le carton, lui permettant de regarder la télévision, une télévision et un environnement qui l'ont façonné et ont fait de lui l'homme qu'il est devenu. Nul doute que si la série avait été proposée dans les années 2000 sur une plateforme ou même sur une chaîne du câble comme HBO, son destin aurait été tout autre et nous aurions très certainement eu la chance de voir plusieurs saisons, qui selon les scénaristes auraient vu Jim Profit tenter de manipuler le monde politique comme il l'a si bien fait avec celui des affaires. Et là, un grand regret nous envahit. Mais l'on se console comme on peut en se disant que Jim Profit a eu de nombreux rejetons, des anti-héros tous plus malfaisants les uns que les autres, qu'ils s'appellent Tony Soprano, Vic Mackey, Dexter Morgan, Frank Underwood, Walter White ou Joe Goldberg, pour ne citer qu'eux, ils peuvent tous dire un grand merci à celui qui leur a ouvert la voie et peut être considéré à juste titre comme leur père spirituel et artistique. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Profit. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.